En direct de notre bunker de crise, vous écoutez E égale RG2. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 59 de Égale RG2. Mon nom est François Anger, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Bonjour. Guillaume Plante. Allô tout le monde. Et Olivier Morissette. Salut! Circonstances particulières, un Égale RG2 comme ça, en plein milieu du mois de mars. Comme tout le monde le sait, tout le monde est en confinement. Alors, on est tous dans notre bunker, qui est absolument pas sous les décombres de l'Université du Québec à Beauceville. C'est absolument pas là. Faut quand même pas donner notre position. Notre position, ben non. Ouais, c'est ça. Mais on est conseillé d'aller chercher quand même. Hein? Allez pas voir quand même. Non, allez cherchez-nous surtout pas sous les décombres de l'Université du Québec à Beauceville. C'est absolument pas là qu'est notre bunker de crise. Et donc, on s'est dit... Bien sûr, on a chacun notre bunker. On n'est pas dans le même. Et chaque bunker est à 1 mètre de distance des autres bunkers. On n'est pas pantoute dans les toilettes de l'aile des sciences humaines. Pas pantoute. Et malheureusement, Alex Drouin, qui est là d'habitude, ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, puisqu'il n'est pas rentré à temps pour être dans le bunker. Donc, il est quelque part. Il erre comme ça un rassemblement de une personne. Alors, on s'est dit comme ça, tant qu'à être confiné, tant qu'à n'avoir rien d'autre à faire, on va faire des épisodes de Égale RG2. On va vous parler de BD parce que, comme vous savez... comme on dit très souvent, qui dit reste chez vous, dit Spirou. Alors, c'est ce qu'on fait. On va vous parler de BD. On va essayer d'en faire un, je sais pas, peut-être à toutes les semaines. On promet rien. On promet rien. On promet rien. Étant donné, on peut plus rien promettre. Ça change d'heure en heure. Oui. Sans dire pour la thématique, on va garder la thématique qu'on a fait l'été dernier, c'est-à-dire à la recherche du Tintin perdu, puisque, comme vous savez, c'est très difficile. C'est encore plus maintenant difficile de trouver des albums de Tintin. Il n'y a plus d'albums de Tintin qui se font depuis 1976 et il n'y en a plus que depuis même 83 avec l'Alphard. Et même ils ne sont plus édités, donc on ne peut plus les trouver nulle part dans aucune librairie. Parce qu'il n'y a plus de librairie. Il n'y a plus de librairie et plus dans aucune bibliothèque, puisqu'il n'y a plus de bibliothèque. Tout ce qui nous reste, c'est l'Internet. Et je suis allé voir tout à l'heure avant l'émission. J'ai tapé album de Tintin sur Google et il n'y a rien qui est sorti. Aucun résultat. Ouais, c'est même plus rare que certains produits d'hygiène personnelle là, bien connus présentement, là, des albums de Tintin. Je suis sûr qu'il y a un millionnaire quelque part qui sort d'un album de Tintin comme papier de toilette et ça, c'est insupportable à mes oreilles. Donc, ce qu'on a fait l'an dernier, donc, c'est on cherche Tintin dans plein de BD. Et à la fin, on va donner un taux total Tintin, donc la note cumulative de tous les membres de l'équipe qui sera reportée dans un taux total Tintin. Et c'est ce qui donnera le coefficient de semblabilité avec les aventures de Tintin. Et on rappelle que ce taux total Tintin n'est absolument pas un gage de qualité, c'est vraiment de parallèle avec Tintin. Étant donné qu'on n'a pas de librairie, on n'a pas de bibliothèque, pour tous les albums qu'on va faire pendant notre confinement, ce sont des albums qui sont disponibles en ligne et gratuitement par toutes sortes de moyens. Et donc, nous, ce qu'on a fait pour ce premier épisode, si vous voulez, de ce confinement, on est allé sur prêtnumérique.ca. Qui est un site qui est disponible à tous les utilisateurs qui ont une carte de bibliothèque du Québec valide, peut-être même ailleurs au Canada aussi. Mais nous, particulièrement, on a payé un gros supplément là, pour avoir accès à Prêt numérique, là, parce que notre carte de bibliothèque a tellement coûté cher que là, il y avait le supplément. En tout cas, je sais pas vous autres, là. Moi, j'étais un peu déçu justement qu'ils ferment les bibliothèques parce que moi, justement, mon abonnement venait à échéance il y a 2 semaines. Et je l'avais renouvelé, là, j'avais même donné un supplément pour pouvoir sortir plus de livres. Et là, malheureusement, bon, c'est de l'argent qui est perdu. Ouais. Mais quand même, oui, il y avait un très bon... pour le prêt numérique, là, ça m'a quand même coûté cher, mais je suis content, il y a beaucoup de choses. J'étais en train de faire mon dernier paiement sur ma carte de bibliothèque, mais là, il vient de m'offrir la carte Gold. Ouais. Le premium qu'il y a là-dessus, ça m'a scié 2 jambes.
Tu peux-tu sortir 6 livres avec ça? Même pas. Non? Non, je peux sortir le même nombre de livres, mais juste des livres plus chers. OK. Oh, on va s'informer. Ouais, puis sont mieux aussi. Ils sont juste généralement mieux. Ils sont meilleurs. Ouais, Genre un moi boulet aussi, je l'ai avec- pris. Je suis abonné là-dessus. Là. C'est J'ai super. sorti un boulet bill avec des diamants dessus. Et voilà, donc, prêt numérique. Et il y a d'autres sites aussi comme ça qu'on va explorer pour les futurs épisodes. Mais donc, sur prêt numérique, et heureusement, on a trouvé une BD qui convenait à tous, étant donné qu'elle était dans plusieurs palmarès de fin d'année de 2019 et également elle se retrouvait à 5 exemplaires, ce qui est parfait pour nous. Donc on pouvait tous la lire, étant donné qu'on ne peut pas se promener de bunker en bunker. Donc ce qu'on a choisi pour ce soir, c'est Le Château des animaux, le tome 1 Miss Bangalore qui est paru l'an dernier chez Casterman. Scénario de Xavier Dorisson et dessin de Félix Delep. Avant de parler de la bande dessinée, quelques petits trucs à vous dire. Tout d'abord, si vous voulez toujours écouter les anciens épisodes de Égal RG2, c'est disponible en balado, bien sûr, sur Apple Podcast et Google Podcast. On est également sur Facebook, au facebook.com/RGCKRL, HERGE-CKRL, et également sur notre site web erg2.com. Et vous pouvez également communiquer avec nous sur Twitter, sur notre hashtag personnel, le hashtag MatraqueMolle, qui, aux dernières nouvelles, Guillaume, on l'avait sous-loué pour y construire un David T. Est-ce que tu as des détails sur est-ce que c'est toujours valide? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans le hashtag? Oui, ben là, ils ont fermé le David City parce qu'on ne peut pas se permettre de rassemblement d'amateurs de thé dans notre hashtag en ce moment. Alors, on est ouvert à tout. Parce que c'est quand même un hashtag qui n'est pas très utilisé. Alors, si ça vous tente de l'utiliser, nous, il y a beaucoup de place dans le hashtag. Là. On a rajouté plusieurs octets. Donc, ne gênez-vous pas pour communiquer avec nous sur Twitter, sur le hashtag MatraqueMolle et également sur Instagram aussi. Il y a quelques photos, de MatraqueMolle sur Instagram. Donc, Ou par la poste aussi, hein, c'est possible oui. ça. Oui, par la poste. Et d'ailleurs, on a reçu une vraie de vraie lettre. En papier? En papier, écrite à la main. Et là, moi, je veux mettre en contexte. Là, je veux dire que quand on l'a reçu, moi, c'est CKRL là, qui nous a contactés en nous disant « Vous avez reçu une lettre. » Moi, je pensais que c'était une mise en demeure ou de l'anthrax. Mais finalement, non, c'était pas ça. Ouais, puis on l'a quand même ouvert sans masque, ni rien. On n'a pas pris de précaution. Là. On a fait ça à la bonne franquette. Ben, moi, j'avais des gants. J'avais des gants quand je suis arrivé. Je les ai enlevés, évidemment, quand je suis rentré dans la pièce. Mais non, et c'était une vraie de vraie lettre d'un nommé Fred qui nous a envoyé plein de beaux commentaires, qui nous a fait même également des suggestions pour des concepts d'émissions. Et même, il y a des trucs intéressants. Peut-être même qu'on pourrait s'inspirer de quelques-uns de ces concepts pour de prochains épisodes. Mais vraiment, très cool. Merci, Fred, de nous avoir envoyé cette lettre. Et n'hésitez pas, envoyez des lettres si ça vous tente. Vous pouvez les faire parvenir à CKRL ou à CKRL, finalement. On n'a pas vraiment d'autres adresses. Puis on va aller la chercher éventuellement. Parce que, comme on rappelle, on n'est absolument pas dans un bunker à Beauceville. Non. Ouais, puis comme le bunker ne paye pas de taxes, on n'a pas d'adresse non plus. Fait que... D'ailleurs, je pense que l'Université du Québec à Beauceville, est-ce que toi, Olivier, qui était un peu le chargé de cours des études tintinoludiques là-bas, qu'est-ce qui arrive avec ça? Où vous donnez les cours maintenant? Ben là, c'est sûr que c'est fermé. Là, on a fait, les cours sont arrêtés, ouais. On a fait le passage au numérique, là, comme bien d'autres, là, mais on fait aussi du cours à distance. On offre les cours sous forme de BD, justement. Donc, d'ailleurs, je donne demain un cours sur la frousse aux trousses. Puis j'ai envoyé la frousse aux trousses à tout le monde. Fait qu'ils vont lire le livre, puis le cours est fait. Non, mais quand même. Hein. Avoir su, je me serais inscrite. Je pense qu'il est trop tard. Ouais, la session est pas mal sur le déclin. Là. À l'automne. Également, autre petit truc, vous savez, j'ai parlé tantôt du taux total Tintin. À la fin de la saison dernière, on pensait avoir pu récupérer notre goniomètre.
qu'on avait commandé chez Amazon. Ça a pris toute la saison pour avoir notre goniomètre. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, c'est leur premier épisode de Gage G2, un goniomètre, c'est un appareil qu'on adore particulièrement ici, puisqu'on l'a découvert dans l'album Le Lotus Bleu de Tintin. Et Guillaume, j'aimerais que tu nous dises à quoi ça sert un goniomètre. Un goniomètre, ça sert à mesurer des gognos. Oui, ça c'est. Oui, quand même. Et on n'a toujours pas le goniomètre. J'en avais commandé un nouveau qui est parti de Chine. Alors, on a besoin de vous dire qu'on ne le recevra jamais. Bon, ok. Ben non. C'est mort. Non, le mec a été brûlé en chemin. Oh, c'est sûr. Oui, il est au port de Montréal, puis on le verra jamais. Là. Il a fait une escale en Italie, fait qu'on est vraiment mal barré. On va suivre ça. Oui, on vous tient au courant. Donc voilà pour ces petites mises à jour. Je rappelle la BD de ce soir. Le Château des animaux. Comment ça va fonctionner? On va faire un petit résumé. Chaque membre de l'équipe va vous faire son appréciation de la bande dessinée. Et en deuxième partie, qui sera la même partie finalement, puisque nous n'avons plus de partie. Nous allons faire un quiz, le quiz des parallèles avec les personnages de Tintin. Donc, on va prendre tous les personnages les plus connus de l'univers de Tintin. On va essayer de faire des parallèles avec les personnages de la bande dessinée de ce soir, qui, je vous le rappelle, est Le Château des animaux de Xavier Dorisson et Félix Delep. Est-ce qu'on est prêt à y aller? On est prêt. Oui, bien sûr. OK. Tania, vas-y donc. Commence-nous ça. Ben, j'avais comme dressé le petit résumé de la série. C'est vrai, tu faisais ça. On oublie des affaires en confinement. Oui, vas-y, Guillaume. Oui, Le Château des animaux, c'est une série qui est présentement, il y a un seul tome de paru chez Casterman. Mais la série est prévue pour en avoir 4. Alors en ce moment, on a Miss Bangalore. On se demandait si c'était Bangalore ou Bengalore. Ben, le consensus est Bangalore qui était paru en 2019. Le tome 2 est prévu en septembre 2020, à moins de délai de santé. On est quand même rendu là. Et c'est très spécial. Merci de nous donner espoir. Ouais, la série est également diffusée sous la forme de la Gazette du Château. C'est comme des faux journaux qui représentent l'organe de propagande de la République du Château. Les 3 premiers tomes, je ne sais pas si ça regroupait l'ensemble du tome 1, mais je sais que la première partie du tome 2 est dans la 4e édition de la Gazette. Comme on avait mentionné précédemment, le scénario c'est de Xavier Dorisson, qui a également pondu, entre autres, le 3e Testament, la série Undertaker, que d'après moi, on avait abordé dans le combat des genres édition western. Oui, c'est moi c'était mon choix western. En plus, il a écrit le Torgal numéro 35. C'est quand même un gros pilier de série de BD européenne. Qu'on avait également parlé dans... Oui. Oui, aussi. Oui, l'an dernier. La série West et aussi Long John Silver, et il y en a fait d'autres. C'est quand même un scénariste très prolifique. Et c'est illustré par Félix Delep. Delep ou Delep? Écoute, je pense qu'il va falloir... Faut je veux pas m'embarquer. Moi, je m'embarque pas là-dedans. On va juste dire Félix, OK? Ouais. C'est Phil qui l'a illustré. Et c'est sa première BD, si vous pouvez croire à ça. C'est un illustrateur tout nouveau sur le marché. Et sérieux, c'est un méchant coup de poing. Hein? Il est pas mauvais. Ça part très fort. Extraordinaire. Et Le Château des animaux, c'est quoi? Moi, quand on a dit, ouais, tu vas lire, on va lire Le Château des animaux, c'est basé sur la ferme des animaux. Moi, j'avais comme vu ça en diagonale. Moi, je m'attendais à une fable animalière tout à fait charmante. Sauf que là, dans la préface, j'ai vu qu'on parlait de George Orwell, et c'est là que mon cerveau a reviré de bord, puis que j'ai allumé que la ferme des animaux, c'était Animal Farm de George Orwell. Une grosse allégorie de la Russie et de la montée de la révolution russe, la montée du stalinisme. Donc, beaucoup de rigolade en vue, les troubadours. Pour l'histoire, ça se déroule dans un château déserté par les humains, donc laissé aux mains, ou devrais-je dire aux pattes, du bétail qui y résidait. Après la joie d'être libérés du joug des stupides homo sapiens, les animaux déchantèrent assez rapidement quand les animaux les plus forts ont décidé de reprendre le flambeau de l'oppresseur. Après 2 exécutions complètement injustifiées, il y a 3 petits animaux complètement inoffensifs, c'est-à-dire un chat, un rat et un lapin, qui décident de semer les graines de la révolution.
Mais dans l'œuvre de George Orwell, on répondait à la violence par la violence. C'est pas le cas dans le Château des animaux parce que les révolutionnaires échafaudent une riposte pacifique avec comme arme la désobéissance civile et la dérision pour ridiculiser les dictateurs. Le dicton dit que le ridicule ne tue pas. Jusqu'à quel point c'est vrai? Oh, on le sait pas. Et mes amis, c'est là qu'on est rendu. Oui, excellent résumé. Ouais, je suis. C'est vrai qu'il y a quand même un peu d'espoir dans le Château des animaux. Oui. Pour combien de temps, on sait pas, là. On le sait pas pantoute. Ouais, Tania, bon, t'étais... Oui, bien, justement, c'est le tome 1, et ça, c'était un de mes grands chagrins, de me dire que cette histoire-là n'est pas terminée et que je peux pas lire la suite tout de suite, parce que, oui, bon, des animaux en dessin, on en a vu beaucoup par le passé dans d'autres bandes dessinées, mais ceux-là, moi, j'ai vraiment capoté sur l'émotion dans le visage. D'ailleurs, dans les premières pages, là, il y a un canard qui est offusqué, qui est fâché, là, mais tu sens, là, t'as quasiment son historique, là. Tu comprends d'où vient ce regard-là. On parlait des bonnes capacités du dessinateur, mais vraiment, là, c'est assez impressionnant parce que, bon, la personnalisation des animaux, c'est pas toujours facile. Faut pas que ce soit non plus trop cartoon. Mais là, vraiment, moi, j'étais renversée par ça. Et non, c'est pas Jojo, mais c'est très, très bien rendu. Puis j'ai hâte de voir la suite, moi. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai remarqué, c'est que justement, les animaux là-dedans, c'est un... Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on n'est pas dans, mettons, Black Sad, où les animaux sont des parallèles avec les humains. Là, c'est carrément des vrais animaux qui agissent. Ils agissent pas nécessairement comme, par exemple, mettons, dans le livre de la jungle, c'est-à-dire que quand ils interagissent avec l'humain, là, il y a un humain dans la série, en tout cas dans cet album, quand ils interagissent avec, ils parlent pas avec l'humain, tu sais, ils communiquent là, d'une autre façon, mais quand ils communiquent entre eux, là, c'est vraiment... ils communiquent comme si tous les animaux se parlaient comme vous et moi. Mais quand on communique avec les humains, là, il n'y a pas le même rapport avec la langue, puis tout ça, puis les émotions. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant que justement, donc c'est pas les animaux à la Disney. C'est pas non plus à la Black Sad. C'est une espèce de mélange entre les deux, puis ça nous fait... J'ai trouvé ça intéressant, le moment où justement les animaux rencontrent l'humain. J'ai trouvé ça intéressant, l'espèce de coupure que ça fait avec l'ambiance quand on est dans le château. Peut-être théorie que je me permets. Si, d'après vous, le château des animaux, est-ce que ça pourrait être, éventuellement, ça pourrait devenir Black Sad? Donc l'évolution des animaux du château des animaux fait que plusieurs années plus tard, ça devient Black Sad. Genre, les animaux prennent le contrôle et un peu comme la planète des singes. Genre, le 4, ça finit avec une bombe nucléaire qui explose, puis 50 ans plus tard, tous les animaux ils ont muté en humanoïdes animaux. En tout cas, je mets ça comme théorie. Moi, puis d'ailleurs, un des chatons, là, les deux chatons de Miss Bangalore, là, il y en a un qui est noir avec une petite truffe blanche, là, ce qui était pas très loin de notre ami le détective félin. Fait que j'ai peut-être pas tout à fait tort. Ben, c'est loin d'être la théorie la plus ridicule qu'on a énoncée dans cette émission-là. Mais le personnage principal, c'est une femme. Donc, c'est un personnage, c'est pas une femme, là, mais c'est un personnage féminin. Hein, donc, je suis contente de ça. Bon, c'est une chatte, mais quand même, c'est un personnage féminin. En même temps, quand tous les personnages, c'est des animaux... Je sais bien, mais tu sais, une chatte, des fois, on l'emploie pour dire autre chose. Ah oui, franchement, Tania. Mais là... on n'est pas dans ce niveau-là. Là. On a toujours été là. mais quand même là-dessus, moi, je suis toujours bien contente. Qui veut y aller, Olivier, Guillaume? Oui, je vais y aller. Moi, tout d'abord, je pense que je vais aborder le style de la BD aussi, là, comme vous l'avez fait. Là. Vous connaissez mon amour pour la ligne grasse. Puis, je pense qu'on est quand même... oh oui. On est quand même là-dedans. Ton amour des poissons. Ouais, ouais. Tes deux grandes passions. deux passions qui s'amalgament parfois. Les poissons gras. Mais oui, fait que vraiment le style est, à mon avis, irréprochable. Là. C'est une très belle BD là,
vous l'avez dit, là, les couleurs, les lignes, là, tout ça est très intéressant. Puis ben, parfois, on a une belle BD qui n'a pas l'histoire pour l'accoter, mais dans ce cas-là, c'est vraiment pas le cas. Là. Je pense que l'histoire est bien engageante. Là. On tombe rapidement dans l'action, puis je pense qu'on est intrigué, puis on est intéressé là, rapidement. Puis tu sais, quand même, le château des animaux, on peut voir venir ça un peu. Là, on dit, est-ce que ça va être vraiment comme George Orwell? Est-ce que ça va être prévisible? Puis finalement, il y a une couple de twists dans toute cette histoire-là qui nous raccroche à chaque fois là, qu'on pense que ça va être prévisible. Là. On a des affaires intéressantes qui ressortent, je pense. Là. Fait que ce qui fait un rythme assez continu, à mon avis, dans l'histoire. Là. Guillaume? C'est la façon que le sujet est abordé qui m'a vraiment impressionné. C'est vraiment pas une histoire qu'on est habitué de lire. C'est extrêmement politique parce que oui, c'est des animaux qui sont vraiment opprimés, comme j'avais mentionné auparavant, par un très gros taureau et des chiens. Et ça passe comme dans du beurre parce que c'est la peur de l'autrui, c'est la xénophobie latente qui fait que tout le monde encaisse bien ça parce que ils sont obligés de travailler pour nourrir le château parce que sinon ils se font envahir par les loups. C'est la peur des loups qui font que tout le monde obéit au doigt et à l'œil à la dictature ambiante. Et est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un sujet qui est une façon d'aborder les choses qui est quand même très actuelle? Je pense que oui. Mm-hmm. Et c'est surprenant que ce soit abordé par des animaux qui vivent au début dans le coin des années 40. Alors, c'est vraiment pas la petite lecture badine auquel je m'attendais. Mais intéressant aussi le fait que, c'est sûr qu'on peut faire des parallèles avec des trucs très très récents. On peut faire un parallèle avec peut-être Trump pour le président Silvio, une espèce de gros taureau. Il y a aussi au début je disais, il y a sûrement une influence de la colère des Gilets jaunes en France, mais en même temps, avec justement quand ça bascule un peu dans le, en fait, on bascule dans la non-violence, si on veut. Je trouve ça intéressant là, que dans le fond, le point de vue un peu de l'auteur, c'est de dire, oui, mettons, la révolte populaire, mais non à tout casser, là, à tout détruire, que ça donnera jamais des bons résultats, que c'est pas la solution. Mm-hmm. Qu'on est mieux de faire d'y aller dans la non-violence. J'ai trouvé ça intéressant comme point de vue. Sinon, sinon, quoi dire, sinon, au niveau technique, on en a parlé, mais justement, les dessins sont magnifiques. Que ce soit sa première BD, là, c'est assez incroyable de penser que ce gars-là, c'est sa première BD, là, parce qu'on dirait que c'est un vétéran là, qui a fait ça toute sa vie. Le travail au niveau des couleurs aussi, c'est très champêtre. Mais les couleurs aussi sont pas... bucoliques. Oui, mais sont pas éclatantes. Elles donnent beaucoup à l'ambiance. On sent que c'est oppressé. On sent que les gens sont pas heureux, que c'est dur. Et tout ça juste à travers les couleurs. Sont très belles, très bien choisies. Mais on n'a pas de couleurs vives, là, mais on sent que tout est gris là, autour des personnages. Mais c'est pas juste gris, là, la BD, des couleurs. Non, c'est ça. Mais vraiment, très beau travail au niveau du dessin. Sinon, je pense que ça fait pas mal le tour pour quelqu'un d'autre chose à dire pour ce petit résumé. Je le répète, s'il y en a qui disent « Ah, le château des animaux, ça doit être le fun à donner à votre enfant. » Non. C'est d'une violence quand même assez brutale. Souvent, c'est abordé de façon très... épuré, très pudique. Souvent, c'est vu de façon hors-champ. On voit plusieurs pelotons d'exécution où est-ce que c'est mordé au lieu de tirer. Alors, plein d'animaux dévorés hors-champ de caméra par des chiens. Alors, on a souvent plus l'anticipation des actes de violence que la violence elle-même qui est insoutenable. Sauf quand ça se bat. Et là, mon Dieu, c'est horrible, les scènes de charnier qu'on voit dans cette série-là, qu'on voit les conséquences... d'une révolte, toutes les carcasses d'animaux par terre. Oui, il y a quelques dessins là, où c'est vraiment très explicite, là, les blessures mortelles qui ont été infligées. Mm-hmm. Ah oui, je pense que c'est
couple de scènes les plus explicites que j'ai vues de toutes les Ouais, BD quand que j'ai même, hein. vues. Puis c'est un canard, là, tu sais. Ouais. Bon, ça fait le tour pour ce résumé et notre appréciation du Château des animaux. Avant de passer au quiz, j'aimerais vous dire que cet épisode de égale RG2 est une présentation de l'animanerie Le Château des Chatons. Depuis plus de 40 ans, c'est le meilleur endroit pour trouver un fantastique félin ou une chatte chatoyante. Vous voulez un chat, mais vous voulez aussi qu'il serve à quelque chose. On mélange votre chat avec une autre race d'animaux utiles. Siamois Retriever, Labrador persan, Sphinx, Buff Kobe ou encore Beagle Angora. Vos nouveaux chatons feront fureur dans les compétitions. Et nous sommes maintenant dépositaires officiels de la SQDC zoologique. Profitez de nos promotions sur les nouveaux produits pour chats à base de cannabis, brownies à l'herbe de chat, minouche au THC et la version d'Amsterdam de Mademoiselle Mew, Fraulein Katzengerausch Wiedenbatten. L'animalerie Le Château des Chatons, nos mini-minous, minots de menu depuis 1900 min-min. Pour nous rejoindre, composez le 1-800 miaou 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 et téléchargez notre pointeur laser virtuel au www.vienvoirminou-vienvoirmaman.miaou. Et également, nous sommes commandités par Antifrice, le dentifrice qui donne des caries. Alors voilà, merci à nos précieux commanditaires qui nous permettent de survivre comme ça dans notre bunker de crise. Ben, c'est eux qui ont payé la décoration cette semaine, donc on les remercie parce qu'on sait qu'on va être là encore quelques semaines. Oui, c'est tout de beau, c'est tout de beau béton gris, hein, c'est magnifique. Et ce qu'on fait est tellement important. Oui. Service essentiel. Moi, j'aime bien le look un peu soviétique qu'on a. C'est très beau. Ça va, je pense on se tannera pas. On va y aller avec le quiz des parallèles avec Tintin. Donc, on prend une bonne partie des personnages de la série Tintin. Et on va essayer de retrouver un parallèle dans le Château des animaux. Donc, vous y allez comme vous le sentez. Le meilleur Tintin. Ben, c'est pas mal Miss Bangalore. Ouais. Mais en même temps, Miss Bangalore est un peu incertaine. Hein? Elle, c'est un peu la mère de famille qui veut protéger ses chatons. Elle est moins dans le... Elle est encore un peu incertaine. Du moins au début. Oui. C'est parce que c'est la pierre angulaire de la résistance, puis c'est elle qui en a le plus à perdre, justement, c'est parce qu'elle a 2 chatons, et est très consciente que c'est un tout petit chat blanc face à une meute de chiens, puis un énorme taureau. Alors oui, elle a peur, mais elle fait pareil, et c'est-tu pas ça la définition même du courage, mes amis? Tout à fait, Guillaume. C'est ça, un héros ou une héroïne? C'est ça, puis c'est un héros qui s'ignore, comme Tintin. Ah, ouais. Tintin, il le sait. Ouais, ben, il sait, il finit par le savoir. Là, mais... Il est fendant. On se rappelle que Tintin est un personnage aux nombreuses contradictions. Hein? Tintin qui ne boit jamais, alors qu'on a la preuve... on a plusieurs preuves qui tinguent une fois de temps en temps, et Tintin qui ne prend jamais d'argent. Là, vite comme ça, j'ai pas d'exemple, là, mais je suis sûr qu'on peut trouver... On peut le soudoyer, c'est sûr. Qui défend Tintin, il est très pas la humain. veuve et l'orphelin, mais dynamite les rhinocéros. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui nous dit que ce rhinocéros-là n'était pas veuve et orphelin? Un veuf orphelin. Tu sais? On n'a aucune preuve. Meilleur Haddock, menteur, grincheux, colérique, ça serait Alézard le rat. Je dirais Prône la plus- non-violence? Non, peut-être pas. Je dirais plus le lapin César, que c'est Ouais. plus son acolyte qui est Ouais, c'est pas vrai. toujours content de suivre l'héroïne dans ses aventures, mais qui le suit pareil, alors c'est très, très ad hoc. D'ailleurs, le lapin César, qui est un lapin gigolo en plus, c'est quand même très drôle, qui est un peu aussi le Han Solo, hein, c'est le personnage qui veut pas... qui veut pas de la quête. Qui veut pas de la quête, qui veut pas être dans la rébellion, mais qui veut l'être par la force des choses. Et moi, il y a un truc en lisant la bande dessinée. César, à un moment donné, dit qu'il est fada. Et là, je me suis dit, OK, donc ça veut dire qu'il est marseillais. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à lire avec l'accent marseillais. Vous ferez le test. C'est quand même, ça a fait un espèce de gros switch dans ma tête. À partir du tome 2, sans faute. Ouais. Mais c'est drôle, il est drôle avec sa petite moustache en plus, puis une espèce de coupe de cheveux de gigolo, c'est parfait. Une autre raison pour laquelle César serait le capitaine Haddock, ils ont chacun leur vice.
Capitaine Haddock, lui, il a le whisky. Et César, lui, il a ses lapines. Alors, Oui. il a disons que son péché capital, c'est définitivement la luxure. Oui, On va le dire. on va dire ça comme ça. Cachez vos enfants en lisant ce livre. Ah, parce qu'il y a des scènes de ça aussi, là. Oui, des fameuses scènes de tout ça. Ah ouais? Puis après ça, ça a l'air qu'on va pas là. Ben oui. Eh oui, on voit de l'amour bovin. Quand ça se passe, on est proche. Oui, On s'y attend pas. Hein? Non. Meilleur professeur tournesol. Moi, je mets Alzéar là-dessus. Là. Exactement. Ouais, Ouais, effectivement. ouais. Ouais. En plus, c'est le seul qui a comme des objets, là, tu sais, qui a comme une espèce de bric-à-brac là, qui traîne là, pour faire le spectacle. Là. Donc, tu sais, des inventions. Puis Oui, des... c'est vrai, oui. Et une scène magnifique de théâtre d'ombres chinoises qui représente Oui, un peu l'histoire vraiment. de Gandhi. C'est époustouflant. Oui, puis c'est lui qui a un peu la sagesse, en quelque sorte, tu sais, puis il, un peu comme Tournesol arrive avec les inventions, avec la science, là, bon, dans les animaux, il n'y a peut-être pas la science, mais il y a la sagesse, il arrive avec des solutions, tu sais, qui n'étaient pas sur la table, disons. Un peu comme un sous-marin en forme de requin. Là, ce serait un sous-marin en forme d'humain. Oui. Ah, wesh. Il est où le cockpit? Non, réponds pas, Guillaume. Réponds pas. Pose pas de questions que tu veux pas que je réponde. Ok, j'ai hâte de vous entendre sur le prochain. Meilleur milou, meilleur animal de compagnie. On fait quoi avec ça? Ben, moi, j'aurais dit les deux chatons. Parce que, tu sais, ils sont là, sont présents dans l'histoire, ils ont une certaine importance, mais tout de même assez limitée. Puis souvent, ils parlent, puis personne ne leur répond. Fait que comme Milou, un peu. Non, je suis d'accord, moi, avec les chatons, en tout cas. Mais moi, ce que j'ai répondu, ce serait personne ou tout le monde. Je pense que c'est un coup de tout ou pantoute. Ouais. Sauf que, tu sais, un mouton, c'est un animal de compagnie. En tout cas. Mais il est frisé blanc, comme Milou. Ah ouais. Ouais. On est au-delà des apparences, je le sais. Ensuite, meilleur Castafiore, meilleur donc personnage qui a une relation amour-haine avec le héros ou un autre personnage. L'intérêt amoureux. Ben moi, j'ai mis Bella, la vache. C'est pas tant un intérêt amoureux pour le héros, mais pour le vilain. C'est rare Oui. que ça arrive, ça, quand même. Mais oui, c'est une vache qui fait des chatouilles impudiques avec le gros méchant de l'album. Là. On pourrait même mettre peut-être Miss Bangalore là-dedans avec César au début. Ils ont cette espèce de relation-là. Là. Elle ne sait pas trop comment le prendre. Ils sont toujours un peu... ils se comprennent pas toujours au début. Non, effectivement. Puis, en tout cas, je sais pas si l'univers le permet, mais vers la fin de la BD, je les trouvais tendres un envers l'autre. Mais là, est-ce qu'on mélange les espèces dans le château des animaux? Je sais pas, là. On les mélange dans... César était assez catégorique. Il ne fait pas les chats. Ah ouais. Alors. Sinon, ensuite, on a les meilleurs Dupont. Les personnages clowns un peu épais. Bon, moi, j'ai une référence graphique, là. Il y a deux petits cochons avec des boucles sur la tête qui servent l'empereur Silvio. Puis ils sont habillés pareil. Fait que c'est juste pour ça que je pense que c'est les deux. Là. Ah oui, Ben, ok, c'est un court moment, page Oui, t'as 28 et raison. 29. C'est comme raison. des servantes, là. Moi, je voyais comme si c'était des Madame Cochon servantes. Donc, Oui. Oui. Mais oui, on pourrait dire ça. C'est vrai qu'ils sont pareils. Ben, moi, numéro 1 et numéro 2, parce qu'ils font, en quelque sorte, régner la loi. Oui, Puis, c'est comme un peu des policiers. Par exemple, là, ils n'ont pas le même tempérament, mais c'est deux chiens, numéro 1, numéro 2. Moi, je leur donnerais les meilleurs du pont. Moi, je mettrais les lapines clientes de César, parce que c'est elle qui amène pas mal de comic Oui, hein? relief. J'avoue que j'ai l'air complètement obsédé sur l'histoire de la vie sexuelle du lapin, là, mais non. Mais quand même, il y a quelques gags qui viennent avec ces lapines-là. Là. En même temps, il n'a rien inventé. Là. Je veux dire, c'est basé sur la science. Ça fait ça, un lapin. Là. Ben oui, Ouais. jusqu'à preuve du contraire. Le meilleur Rastapopoulos. Ben, Parce qu'on n'a pas le choix d'y aller avec le président Silvio. Oui. Oui, Qui est un énorme taureau noir, en passant. il est très méchant.
Il boit du champagne dans son abreuvoir. dans son abreuvoir. Ouais, c'est son vice, le champagne dans un gros bain. Vraiment, je l'avais pas vu venir, celle-là, dans l'histoire. Je sais que toi, Olivier, tu es expert en poisson, mais mettons, là, si on transpose ça au règne animal, là, un taureau qui boit du champagne, ça peut-tu être dangereux? Ben, j'imagine que oui, là. Une grosse bête de plusieurs centaines de kilos en état d'ébriété, là, ça peut porter préjudice. C'est juste dommage que Rastapopoulos n'ait pas sa chanson à lui. Ouais. Oui. Oui. Mais il n'y a pas de chanson. Là. Il y a un potentiel de bon méchant sur le numéro 2, Boris, qu'on avait mis comme Dupont. Mais c'est comme le chien numéro 1. Lui, il est un peu incompétent. Mais le chien numéro 2, on sent qu'il a comme une ambition qui veut peut-être devenir un peu calife à la place du calife. Ouais. Il veut devenir chien numéro 1 à la place du chien numéro 1. Ouais. Exactement. Puis peut-être même plus loin que ça. On ne sait pas. Il va peut-être avoir une twist où est-ce que il va peut-être prendre le pouvoir à un moment donné. Je sais pas. Il a comme l'air fourbe un peu. Là, ouais, il est calculateur. Ouais. Ouais, parce que honnêtement, c'est vrai cette série-là, dans les 4 prochains épisodes, les 3 prochains épisodes, ça pourrait aller dans plein de directions. Hein. Ouais. J'imagine qu'il va se baser peut-être sur les saisons aussi, puisque le prochain tome s'appelle L'hiver de Marguerite. Donc j'imagine qu'il va y aller saison par saison. Ensuite, on a les meilleurs frères Loiseau, les méchants de seconde zone. Moi, je dirais les chiens 3 et plus. 3 jusqu'à infini. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Même le numéro 1, à vrai dire, c'est le plus. Ouais. C'est peut-être le plus épique du lot parce que c'est comme lui qui a le grade le plus élevé, mais il est pas très compétent, il est peu respecté et il se fait éborgner par un rat. Oui. Fait que c'est pas exactement de la qualité, là. Non. Puis aussi le coq qui est comme méchant, mais qui est vraiment peureux dès que ça tourne au vinaigre, là, il se met à sauver, puis il supplie tout le monde de l'épargner jusqu'à ce qu'il se cache derrière des chiens. Puis là, tout d'un coup, il redevient fanfaron un peu. Là. Je l'avais ailleurs. J'ai le coq ailleurs. Moi. Est-ce que c'est lui le narrateur, le coq? Parce qu'au début de l'histoire, là, celui qui nous parle, c'est un coq avec un œil au bord noir. Ah, peut-être. Et je me demande si c'est le même. Ouais, non, c'est Adélaïde. Non, c'est la poule. C'est la poule qui est sur le poteau de justice. Adélaïde, elle t'offre pas longtemps. Ah ouais. Non, ça la ne faut poule pas qui a s'attacher. volé son propre œuf. Mon erreur. Ah, c'est pas grave. Écoute, on est dans un bunker, Tania. Là, on fait ce qu'on peut. C'est confus de qui me parle. Ouais, c'est ça. Meilleur Irma, personnage féminin qui mériterait un meilleur sort. Ben moi, justement, j'avais Adélaïde la poule. Moi, j'avais Marguerite le canard. Ouais, aussi. Ouais. Ben, oui, c'est vrai. Ouais. Ou l'oie, c'est une oie, je pense. Ouais. Oui, c'est une oie, ouais. Ouais, elle mériterait un meilleur sort, mais en même temps, c'est une martyre qui met en branle toute l'intrigue. Alors, bizarrement, oui, c'est horrible ce qui lui arrive, mais d'un point de vue scénaristique, je trouve qu'elle est bien traitée. Ouais. C'est pas faux. Ben, très mal traitée, parce Oui. que ça a fini cloué sur une porte, là. J'endosse pas ça pantoute, là, mais c'est un personnage très important, même si elle finit très mal. Donc, une chance que Irma meure pas dans Tintin, parce qu'il aurait pu avoir une révolte ensuite. Hey, on serait-tu resté bête, hein? Hey. Toi, dans Tintin, les Picaros, à un moment donné, bang! Irma, cloué une porte. Les bijoux de la Castafiore. L'épisode ben joke, là, tout d'un coup, bang, la camériste clouée sur la porte. Ben voyons donc! Hey, je l'avais pas vu venir. Qu'est-ce que t'as fait, Django? Meilleur Zorino. C'est là que j'ai mettais, moi, les chatons de Madame Bangalore. Ah! Ouais. Pas fou. Ils sont mignons, inoffensifs. Et elle Peut-être fait qu'ils vont ça pour les chanter. sauver. Ouais. Ah, sûrement. Ils sont un peu comme tous les enfants dans les émissions de télé ou les sitcoms, c'est-à-dire que sont là quand on en a besoin, mais ils sont généralement pas là tout le temps. Il y a toujours une bonne façon de se débarrasser des enfants dans les émissions de télé, je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, ils dorment. Dès qu'un personnage a un enfant, soudainement, il y a plein de gardiennes, puis il y a plein de façons de pas avoir, tu sais, c'est comme un développement du personnage. Donc, il y a des enfants, mais on veut pas avoir les enfants dans les pattes, fait qu'on les tasse dans le récit. Hey, il y a la bonne excuse C'est pas un aussi reproche, de...
Manque-tu gardienne, François? Mais dans le... Oui, on s'en sort souvent avec... c'est des chats, hein? Des chats, ça dort beaucoup. Donc là, on laisse dormir les chatons, puis on s'en est débarrassé. Pour remarquer ça, si vous écoutez l'émission, si vous regardez l'émission Miss Maisel sur Amazon Prime, elle a 2 enfants et ils trouvent tellement de façons de tasser les enfants quand ils n'en ont pas besoin, c'est-à-dire tout le temps. C'est fantastique. Meilleur Séraphin Lampion, personnage casse-couille. Moi, j'avais le coq. Ouais, moi aussi. J'ai essayé de chercher, là. Je suis arrivé au coq. Bon. Le coq. Il y a le coq, puis il y a Rook, le canard maçon. Ouais. Ça a vraiment à être très mauvais dans sa job, à se faire sauver de façon quand même vraiment très badass par Miss Bangalore et mourir plus tard. Bon, ça, Séraphin Lampion meurt pas dans Tintin, malheureusement. Il n'y a pas grand monde qui meurt dans Tintin. Hein. Prends des notes, RG, c'est de même qu'on gère un Séraphin. Meilleur Michel. Personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme. Qui, on le rappelle, est basé sur Michel dans Objectif Lune. Oui. L'espèce d'ingénieur un peu beau gosse qu'on voit 3 cases. Michel. J'en ai mis 2. J'ai mis Gandhi, qu'on voit pas, mais qu'on voit dans le théâtre d'ombre, et quand même, ça reste Gandhi. Ouais. Et j'ai mis, c'est un animal que j'arrive pas à identifier zoologiquement. C'est un taureau ou un bouc. En tout cas, on le voit dans une scène et il y a encore... À la fin, là? Non, au milieu. Pendant la première révolte où Marguerite se fait clouer sur une porte, il y a un chien qui se fait encorner par un animal à cornes. Et il se fait vraiment ramasser, là. C'est un zébu. Un zébu, je vais aller voir. Parlez entre vous autres, je vais aller voir. Moi, je dois avouer que c'est en page 6. J'ai été conquise, parce qu'à la base, hein, c'est moi qui trippe sur Michel, par... je vous parlais du canard fâché, là. Moi, me faire faire ces yeux-là par quelqu'un, là... Sérieusement, il est vraiment fâché, là. Il regarde, il me semble que c'est numéro 2, là. Il y a tellement de haine là-dedans, là. Mais c'est Clémentine. J'aimerais ça le sauver. C'est Clémentine, ça? Je suis pas mal sûr que oui. C'est le canard qui est fâché tout le temps, là. Je pense que c'est Clémentine. Mais d'un autre côté, un canard, ressemble à un autre canard. Ouais. Mais ça peut être Clémentine, mais moi, en tout cas, je trippe sur Clémentine, là, des yeux qui parlent beaucoup. Ton animal, c'est peut-être juste une vache, non? Ça se peut-tu? Peut-être. En tout cas, c'est une bête à cornes. Ouais. Ouais, une grosse chèvre, là. Je l'ai regardé aussi, là. Écoutez, je pense que ça fait le tour pour les personnages. La meilleure boucherie sans eau, je crois qu'on a oublié. On avait-tu ça? Ah bon, on l'a. OK, go. Moi, j'ai mis le troc-échange. Oui. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé du troc-échange, que c'est comme un gars, un fermier, qui fait une ride de pick-up pour aller parler à un taureau. Ouais, il fait donner des affaires, puis lui, il donne du champagne puis de la bouffe à chien. J'espère que cette relation-là va être creusée dans les prochains épisodes. Mais moi, j'ai trouvé ça hot, ce bout-là, justement. Cette scène-là, tu fais comme... c'est bien bizarre comme relation. C'est vraiment hot, mais c'est vraiment bizarre. Ouais. Ouais. Puis l'humain est comme un genre de super bon pusher, hein, parce que, tu sais, en plus du champagne puis de la bouffe à chien, tu sais, il y a une petite médaille sur le side là, pour Silvio, là, tu sais. Silvio, tu vois que son péché mignon, c'est les médailles, là. Une médaille de foire agricole, là. Ouais, puis là, il est comme aux anges, là. Il était bien content de son échange, genre. Il aime les médaillons de bœuf. Magique. Parce que dans tout l'album, Silvio, c'est comme le grand dictateur, lui qui tire toutes les ficelles. Mais après ça, il va voir l'autre fermier. Il se fait avoir de bout à l'autre. Il donne des œufs, il donne de la bouffe, il donne plein de bonnes choses. Puis le fermier, il dit comme « Ah, prends ma scrap. » Puis lui, dans sa tête, il a gagné. Là. Mais non, il se fait avoir lamentablement. Puis c'est lui qui run le show. Parallèle avec nos gouvernants. J'essayais quelque chose. J'essayais un effet quelconque. Ça n'a pas... je suis pas tout à fait satisfait. C'est bon. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour le château des animaux? Les objets importants. Oui, les objets importants. Maudit.
J'ai mis le briquet d'Azelar, qui est somme toute important. Oui, ils sont très, très... Ben, son gros briquet, son briquet normal, là. Oui, avec lequel il se sert comme métaphore, puis aussi comme éclairage pour son spectacle d'ombre chinoise. Oui, puis moi j'avais aussi le pantin, qui est la représentation de Silvio, là, mais avec un seau, là, qui est un peu aussi l'espèce de catharsis là, à la fin là, du livre. Là. Tome 1. Là. Tout à fait. Ouais. J'ai rien oublié, il manque rien. Non. On a tout. Parfait. OK, commentaire final sur le Château des Animaux. C'est vraiment une bande dessinée à lire, mais pas pour nos enfants. Et il faut absolument lire les 2, 3, 4 quand ils sortiront dans un avenir futur, peut-être. D'ailleurs, juste avec la pochette, la couverture, si vous voulez, ça donne quand même le ton là, que c'est pas une BD nécessairement pour enfants. Là. Non, on peut pas se méprendre. Effectivement. Mais ouais, c'est sinon, une BD qui a passé en dessous de mon radar, personnellement. Avant qu'on en parle, qu'on a dit qu'on allait faire un épisode là-dessus, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et quelle agréable surprise. Une belle BD coup de poing. Je peux pas plus recommander ça que ça. Là. Ouais, moi aussi, belle surprise. Justement, si on part du fait que je l'ai choisi seulement parce que je l'avais vu dans quelques palmarès de fin d'année au début de l'année 2020 et parce qu'il y avait 5 copies disponibles, je le rappelle, sur prêtnumérique.ca. Nos critères sont excellents. D'ailleurs, si vous voulez le lire, en tout cas, si vous êtes au Québec ou au Canada, en théorie, nous, on devrait mettre nos copies disponibles Elle devrait l'être. Là, après l'émission. Donc, ça devrait être disponible si vous voulez. Donc, il y a 5 copies disponibles sur Prêt-numérique. Donc, on vous conseille fortement le Château des Animaux. On va peut-être y aller avec le taux total Tintin. Oui, ben, je peux me lancer. Moi, je suis allé... on est toujours sur 100. Oui. On donne une note sur 100. Moi, je suis allé, attention, le 8. Seulement un 8 sur 100. Parce que, pour le héros, disons, là, Miss Bangalore, qui est le héros, si on compare à Tintin, Tintin, là, tout lui tombe dans les mains. Là. C'est facile. Il va magasiner, puis il tombe sur une énigme, puis une enquête. Quelqu'un oublie des documents à côté de lui. Mais là, il y a vraiment quelque chose. Il faut travailler fort. C'est pas facile. Il faut travailler de jour, faire la quête de nuit. Donc, à cause de ça, moi, je trouve que c'est vraiment pas un bon remplacement de Tintin. OK. Moi, j'ai donné 60. Ben oui. Quand même ben deux oui, opinions opposées. Effectivement, je suis d'accord qu'on est peut-être loin de l'aventure typique de Tintin, mais j'aime voir le underdog ou celui qui semble faible au début s'élever un peu. Je pense que l'histoire est aussi engageante qu'un autre Tintin, mais effectivement, c'est pas le style de dessin qui va rappeler Tintin. Puis il y a beaucoup plus d'animaux que dans Tintin, mais il n'en meurt autant que dans Tintin au Congo. Oh mon Dieu. Moi, je mets 15 Tintins parce que il y a des héros. Il y a des dictateurs comme au sang Théodoros. Mais là où est-ce qu'il y a une grosse divergence, c'est quand il y a des dictateurs dans Tintin, on s'entorche un peu. T'sais, on se fait dire « Ah ouais, lui, il y a un dictateur, puis c'est poche, mais ils font comme leur vie bien normale, ils boivent du pisco, puis tout est bien, qui finit bien. » Dans le Château des Animaux, il y a un dictateur et ça va horriblement mal. Ouais. Alors, on est à 85 Tintins du 100 Tintin. Ben, moi aussi, autant j'ai apprécié cette bande dessinée, autant j'ai trouvé que c'était pas un bon remplacement pour Tintin. Donc, je donne un gros 10 Tintin au Château des Animaux. Et on rappelle que tout ça, là, c'est vraiment pas une note qui détermine la qualité de l'œuvre ou l'appréciation qu'on en a fait. C'est seulement la note de parallèle avec Tintin, ce qui nous donne un gros taux total Tintin de 23. Hey, si je peux me permettre comme question, mettez Milou dans le Château des Animaux. Comment il finit? Oh mon Dieu, Seigneur! Lequel, Milou? Proto-Milou, là. Pré-chien chinois. Le Milou qui parle, Milou chien chinois ou le Milou d'après, là? Attends, y a-tu 3 Milou, là? Ben oui, il y a 3 Milou. Hein? Il y a le Milou qui parle, il y a Milou chien chinois. Ah, puis il y a un autre Milou après. Y en a-tu un autre après? Olivier, c'est toi qui a cette théorie-là. Non. Milou chien chinois, on devrait le suivre jusqu'à la fin, là, à moins qu'on ait interchangé un Milou là, non, excusez-moi. plus tard. Là.
Ok, Mais donc moi, le je pense Milou. que le Milou, Proto-Milou, je pense qu'il deviendrait chien numéro un, là. Tu sais, il est un peu acerbe, très intelligent, là. Malgré sa petite taille, là, je suis sûr qu'il deviendrait chien numéro un. Milo Prime runnerait le show. Là. Oui. Milou Prime. C'est pas fou, faudrait explorer ça dans les prochains tomes. On contactera les auteurs, hein. Ouais. Ouais. Donc voilà, 23 Tintins pour le Château des animaux. On rappelle que pour ceux qui font la conversion à la maison, un Tintin équivaut à 1,33 gognos. Oui. Oui. Et on rappelle que tout ça est bien sûr calculé selon le fameux Tintin en titane de Bruxelles, qui est l'unité de base, unité de mesure originale pour le taux total Tintin. Et qui vient de changer récemment, là, mais on s'est ajusté. Oui, quand même. Ben voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qui met un terme à ce premier épisode en direct de notre confinement de EGLRG2. Je vous rappelle que la BD, c'était Le Château des animaux de Xavier Dorisson et Félix Delep. Si vous voulez donc écouter les épisodes précédents, c'est bien sûr en balado sur Apple Podcast et également sur Google Podcast. On est sur Facebook, facebook.com/RGCKRL. On est également sur Twitter avec le hashtag MatraqueMolle et également sur Instagram avec ce même hashtag. Également sur le web erg2.com. Un dernier mot avant de terminer, tout le monde. Restez chez vous. Restez chez vous. Lavez-vous les Toussez mains. dans vos coudes. Toussez dans vos coudes. Voilà, de très bons conseils. Nous, on va essayer de faire de nouveaux épisodes. Écoutez, on va essayer de s'amuser un peu avec notre situation. Oui, puis restez chez vous, c'est même si vous écoutez cette émission-là, mettons en 2022. Oui, Restez quand même chez vous. On n'est jamais trop prudent. Alors voilà, mon nom est François Anger. Tania Beaumont, merci. Plaisir. Guillaume Plante, merci beaucoup. Plaisir. Olivier Morissette, merci. Ce fut un plaisir, oui. Alors nous, on se revoit peut-être dans notre toilette commune à l'étage. On retourne dans notre bunker et on vous dit à la prochaine.